Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce Read Club spécial Image Comics. Au sommaire de cette émission, en première partie, eh bien, on va un petit peu voir la genèse d'Image Comics. En deuxième partie, on va un petit peu voir, mais aujourd'hui, qu'est-ce que propose Image Comics, où on peut lire du Image Comics. Et en troisième partie, ben, vous le savez, les petites sorties, les futures sorties liées aux licences d'Image Comics. Eh bien, c'est parti pour ce Read Club spécial Image Comics. Image Comics a fêté en 2022 ses 30 ans, ce qui nous amène à une naissance en 92, en 92. Pourtant, pour bien comprendre la genèse, la naissance d'Image Comics, il faut remonter à la deuxième partie des années 80 et plus précisément c'est Marvel. Marvel est un petit peu le deuxième dans la course des comics, il est un petit peu dans les cordes, un peu de mal, car du côté de ce DC Comics, c'est très costaud. En effet, c'est une partie où on voit apparaître Crisis on Infinite Earth qui va redessiner totalement l'univers DC Comics, qui a un grand succès, on le retrouve actuellement sur Urban Comics, mais on a aussi derrière le Dark Knight de Frank Miller qui cartonne et ni plus ni moins que le Watchmen d'Alan Moore. Vous remarquez que ces trois bouquins sont retrouvables chez Urban Comics, et même certains comme certains qui vont sûrement apparaître en Urban Normal, mais ça c'est une autre histoire. Et donc, ces trois grosses sorties et DC qui continuent, qui assurent, Marvel est un petit peu dans le mal. À tel point qu'à l'époque, l'éditeur en chef, Tom DelFaco, décide de recruter des jeunes dessinateurs talentueux pour essayer d'accrocher avec la jeune génération de lecteurs de comics. C'est à cette époque-là où on voit débarquer, par exemple, Todd McFarlane, Jim Lee, mais aussi Rob Liefeld, pour citer ces trois-là, avec des succès qu'on connaît pour Todd McFarlane sur Amazing Spider-Man, mais aussi sur Uncanny X-Men et sur X-Force, qui vont devenir vraiment des succès. Sauf que, on sait, chez Marvel, les créations n'appartiennent pas aux dessinateurs, aux scénaristes, mais appartiennent à Marvel qui est totalement libre de gérer les productions qui sont faites au nom de Marvel, c'est-à-dire réutiliser un dessin comme il souhaite sans demander l'autorisation aux créateurs, aux dépositeurs, aux ayants droit, ce qu'on appellerait le droit d'auteur. Il n'empêche que ces dessinateurs sont bien payés, ils ont un bon salaire, mais ces petits jeunes ne cessent pas faire, j'ai envie de dire, comme les anciens, et décident de mettre, de revendiquer finalement leurs droits. Et c'est le 17 décembre 1931, j'ai trouvé la date précise, où ces petits jeunes vont frapper enfin à la porte de tous ces du boss de ces Marvel pour dire écoutez, on aimerait bien négocier tout ça, parce que voilà, on avait aussi ils étaient en train de remonter Marvel réellement, quoi. Donc ils allaient dire, on va pas se laisser avoir, on crée des choses fortes, et ça se passe pas bien, les négociations sont pas top. Déjà un petit peu avant, des gens comme Todd McFarlane avaient mis un pied de côté, alors il en a profité, une petite année sabbatique, notamment parce qu'il y a ses enfants qui est arrivé. Mais bref, donc voilà, 1991, ils reviennent, frappent à la porte, on veut négocier, ça ne se passe pas bien, ils n'obtiennent pas gain de cause, ils se rendent compte que ça ne va pas aller, et donc ils décident de quitter Marvel, et ils embarquent avec eux, notamment en plus Marc Silvestri, qui était en train de cartonner sur Wolverine, et Wes Portaccio, qui était en train de cartonner sur Uncanny X-Men. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire. Vous voyez que j'ai fait des petites recherches. Ce départ d'autant de
d'autant de jeunes porteurs de projets chez Marvel, a porté le nom de X-Odious pour l'Exode, hein, X-Odious, et jeu de mots avec X-Men, vous comprenez bien. Et voilà, ces jeunes sont partis pour fonder Image Comics, qui apparaît en février 1992. À l'époque, les éditeurs, les gens du comics, le monde du comics passent aux télé, aux talk shows, etc. aux États-Unis, ça se sait, ça fait une mauvaise pub à Marvel, enfin ça les dessert en tout cas, à tel point que leur cote à la bourse viennent même un petit peu à baisser à l'époque dû à ça. Donc c'est vraiment, à l'heure actuelle, est-ce qu'on entend très régulièrement toutes ces stars des comics à la télé? Je ne pense pas, mais à l'époque c'était monnaie courante. Et donc Image Comics fonctionne. On va dire qu'Image Comics, c'est une maison d'édition, mais qui est particulière. C'est un petit peu une coopérative de tout plein de petites éditions qui sont chapeautées par Image Comics. Donc on a Image Comics et on le verra après, des ramifications avec toutes des petites maisons indépendantes, avec chacun son chef de file, mais j'y reviens de suite. Mais en tout cas, Image Comics veut totalement se différencier, vous le comprenez bien, de Marvel et de DC Comics aussi, hein, parce que c'était un peu particulier. Et donc, ils prennent deux principes essentiels chez Image Comics. La première, c'est que, je vous le lis, chaque créateur est totalement maître de son œuvre et la société Image n'en détient aucune part. Okay, donc, ils décident ce qu'on fait de leur licence, de leur création. Comment ça va être distribué pour les films, etc. Tous notamment sûrement nettement plus de droits d'auteur. Et le second, c'est qu'un auteur n'intervient jamais créativement ou financièrement sur le travail d'un autre. Et à mon avis, on en reparlera, il y a eu quelques crossovers, hein, ces crossovers ont sûrement... par rapport à ces Marvel, je trouve que ces crossovers impactent moins les séries régulières, hein, on en reparlera, mais voilà, c'est généralement sympa à voir, sympa à lire, mais les impacts sur les autres séries sont moindres, et c'est sûrement dû à ce deuxième principe. Donc je vous le disais, Image Comics est né avec ces deux principes-là, et Image Comics, c'est quoi? C'est un rassemblement de plein de petits éditeurs. Dans ces éditeurs, on trouve quoi? On trouve, et ça a son importance. Pourquoi? Parce que de temps en temps, quand vous ouvrez un comics, Image Comics, de temps en temps, c'est une de ces maisons d'édition qui apparaît. Moi, ça m'arrive souvent avec mes comics Topco, hein, puisque Topco Productions, c'était la branche dirigée par Silvestri. On avait Extreme Studio, qui était la maison de Rob Liefeld. On a Inborn Entertainment, ça c'était Eric Larsen. On a Shadowline, ça c'était Valentino. On a Todd McFarlane Productions, ben, c'est dans le nom, c'est Todd McFarlane. On a Topco Productions, ça c'était Silvestri. Et puis on avait Aegis Entertainment qui est devenu Wildstorm Productions, et ça c'était Jim Lee. Ok, c'est parti. Premier comics, donc, apparaît, naissance en février, le premier comics apparaît le 16 avril 1992 avec Youngblood. Ça, c'est le numéro 1 qui était sorti chez nous, chez Semic. Hein. Ça s'est vendu, au final, à 1 million d'exemplaires. 1 million d'exemplaires, le numéro 1. Chez nous, comment c'était construit, ben, c'était Youngblood 1 première partie. Il y avait un Youngblood 0 ici et Youngblood 1 première partie. C'était une découpe un peu particulière chez nous. Finalement, le Youngblood, ça n'a pas eu grand succès chez nous. On y reviendra notamment après sur le petit problème, mais nous, on n'a eu que 6 numéros comme ça. Voilà. Hop, Youngblood arrive, suivi très vite de Spawn. Ça, c'est mon Spawn numéro 1. Donc, Youngblood, c'est arrivé, je vous l'ai dit, en mai 95. Chez nous est arrivé en même temps, alors qu'aux États-Unis, ce n'était pas sorti en même temps, mais on a eu Spawn en mai 95 aussi. Il y a eu Savage Dragon. Alors, je n'ai pas un original, mais moi, j'ai découvert Savage Dragon dans le Spawn, donc de CCMIC numéro 27. Voilà, moi, j'ai découvert Savage Dragon là-dedans.
hein, mais on y reviendra en deuxième partie aussi. On a eu Wildcat, ça je l'ai aussi. Là c'est moi un Wildcat numéro 15, hein, c'était, vous savez, à l'époque dans les petits shops, voilà. Wildcat, ça c'était donc de Jim Lee. Shadow Hawk, ça j'en ai pas à vous montrer. On avait Cyberforce, c'est Silvestri, hein. Hop, ça je vous en reparlerai après aussi. Et on a eu Wetwork en 93 plus tard, quasiment un an plus tard pour Portatio. Ça je ne connais pas non plus. Wetwork, hein, si vous avez des compléments d'information, comme d'habitude, mettez en commentaire. Chez nous aussi a eu son petit succès Witchblade. C'était aussi, ça c'est Tomco, hein, donc la boîte de Silvestri. Darkness aussi, pas mal de gens connaissent Darkness. Et hop, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Et ça, c'est un autre Witchblade, si vous voulez. Et Gen 13, voilà. Gen 13, ça, il y a une bonne question parce que alors forcément, c'est Aegis Entertainment à l'époque, plus Wellstar Productions, en 97. Maintenant, il y a eu des départs en cours de route. Donc, est-ce qu'à l'époque, c'était... Bah, si, hein, il y a Image Comics, donc je suppose que c'était encore Image Comics, parce que, bien entendu, tout n'est pas toujours rose dans la vie d'une société. Et donc, Image Comics va connaître des crises, notamment en 93. 93, pourquoi? Ben parce que le comics bat son plein, il y a plein de petites maisons d'édition qui naissent. Le comics, c'est qu'un gros truc aux US, hein, puisque on est quasiment sur des commandes régulièrement de plus de 400 millions de comics commandés dans tous les États-Unis par les shops. Vous imaginez. Alors, je n'ai pas su dire si c'était à l'année, mais je ne pense même pas que c'était à l'année parce qu'ils disent courant année 93. Ils ont connu début de l'année des 200 millions de commandes, des 100, 200, jusqu'à passer à 400 millions de commandes. Donc, à mon avis, c'est sur un lot de sorties sur une période déterminée. Ça, je n'ai pas su l'avoir, mais ça reste énorme, quoi. Même pour une année, 400 millions de comics commandés, c'est fou, fou, fou. Et donc, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence et le problème d'Image Comics, c'est que, en fait, c'est essentiellement des dessinateurs à la base qui se muent en scénaristes. Et donc, ils veulent pas mettre un rythme de production dingue, de laisser libre les créateurs, mais ils sont pas scénaristes, ils laissent de la liberté, ils laissent le temps, et donc, en fait, les sorties sont hyper irrégulières en fait. Ce qui fait que pendant ce temps-là, ben, les gens achètent d'autres comics et ils sont un peu dans le mal, mais ils vont notamment, ben, du coup, ben, recruter intelligemment pour essayer de compenser ça, pour remédier ben, les systèmes de distribution qui doivent apprendre à gérer eux-mêmes. Ils n'ont jamais fait ça. Aussi tout le côté commercial, hein, j'ai un petit peu pour être sûr de rien. Enfin, voilà. Cette liberté totale va leur ramener des soucis de rythme essentiellement, ce qui fait que ça va être compliqué. Du coup, il va y avoir une crise quand même du comics. Ben, il va y avoir tout le monde, hein, Image Comics, etc., vont avoir beaucoup d'invendus. Il y a des maisons d'édition qui ferment la porte, mais en tout cas, c'est Image Comics réussit à tenir la baraque, clairement tenir la baraque. Il y aura bien par la suite des départs de Rob Liefeld et de Jim Lee. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, Rob Liefeld c'était Extreme Studio et Jim Lee c'était Wildstorm Productions. Et donc sur ça que je pense que c'est toujours créé par Wildstorm Productions, ce Gen 13, mais je pense à mon avis qu'il n'était peut-être plus chez Image Comics à l'époque. Je me pose la question. Mais alors pourquoi ça a été brandé là, Image Comics? Dites-moi dans les commentaires si vous y connaissez un peu plus que moi. C'est un succès qui, on va le voir dans la deuxième partie, hein. Image Comics, moi j'ai été surpris de voir tout ce qui était d'Image Comics finalement sans le savoir, parce qu'on parle beaucoup de ces licences-là qui ont bercé les fans de comics des années 90, hein, des années 90, mais il y a énormément de choses, on peut même dire que c'est devenu le troisième pouvoir en place
On dit toujours des maisons d'édition indépendantes, mais c'est tout dans le débat. Est-ce que c'est réellement devenu indépendant? Qu'est-ce qu'on appelle indépendant? Enfin, bref. J'ai été voir à l'heure actuelle qui est aux commandes de Image Comics. Hein, vous pouvez retrouver ça sur leur site officiel. On a toujours écrit Rick Larsen, Todd McFarlane. On a Mark Silvestri, on a Jim Valentino. Hein. Ensuite, on a Robert Kirkman, hein, connu pour les Walking Dead, essentiellement connu du grand public pour Walking Dead, mais on va en reparler après. Et Eric Stephenson, j'ai été voir sur le site d'Image Comics qu'est-ce qui était d'Eric Stephenson. Malheureusement, moi je ne connais pas grand-chose de ce monsieur. Dites-moi si vous avez un peu plus de choses là-dessus. En tout cas, voilà ce qu'on peut dire de l'histoire d'Image Comics, de la création d'Image Comics. J'espère que ça vous a intéressé. En attendant, nous, en deuxième partie, on va voir est-ce qu'on peut lire, qu'est-ce qu'on retrouve, qu'est-ce qui est d'Image Comics, là, maintenant, en 2022, et je vous assure, vous allez avoir des surprises. Voilà, vous en savez un peu plus sur la naissance d'Image Comics. Mais en 2022, où lire, comment lire du Image Comics? Qu'est-ce que sont les licences d'Image Comics en 2022? Parce que c'est vrai que quand on dit Image Comics, ben, tout le monde va vous citer Youngblood, Spawn, etc. Mais là, actuellement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai été faire un petit tour d'horizon sur le site d'Image Comics pour voir un petit peu les licences qu'ils possèdent. Parce que c'est vrai que on sait chez nous, si tu veux lire du DC Comics, tu vas chez Urban Comics. Si tu veux lire du Marvel, c'est Panini. Mais c'est Image, hein, qui est finalement le troisième pouvoir en place. C'est un peu plus compliqué, mais simplement parce que les licences d'Image Comics sont un petit peu chez tout le monde. Et on va voir un petit peu voir avec ce que moi j'ai. Hein, donc, clairement, ce que j'ai noté quelques autres licences qui me semblaient intéressantes et qui font grand bruit. Mais en tout cas, là, vous allez déjà voir ce que moi je possède. Et vous, n'hésitez pas en commentaire à noter d'autres licences Image Comics qu'on peut lire ou dans ce que je vous présente, ce qui est assez sympathique. Alors, tout d'abord, hein, on le sait, c'est chez Delcourt. Si on veut lire du Image Comics, c'est toujours possible de lire Spawn Renaissance. Hein. Pour l'instant, 11 tomes. Hein. Tout l'univers de Spawn. Hein. Gunslinger Spawn ici récemment. Et King Spawn. Et à l'heure où je parle, The Scorch est déjà sorti, mais je ne l'ai pas encore acheté. Ça, c'est Delcourt. Et il y a moyen de relire les tout premiers épisodes de Cyberforce, hein, puisque Cyberforce est ressorti aux éditions Réflexion. Ça, je vous l'avais déjà dit hein, sur la chaîne. Il y a moyen aussi de lire du Savage Dragon. Alors là, c'est particulier. Delcourt a tenté de sortir les tout premiers épisodes de Savage Dragon. Moi, j'ai retrouvé ce numéro sur Vinted, hein, mais ils n'ont sorti qu'un seul tome parce que ça n'avait pas fonctionné à l'époque. Donc voilà, il y a peut-être encore moyen de vous de mettre la main sur ces épisodes. Sinon, du côté de des éditions Black and White, on ressort les épisodes de Savage Dragon, mais à un endroit un peu particulier puisqu'on reprend à l'épisode 193. Pourquoi 193? Parce que c'est un moment clé dans le récit. Savage Dragon est un des rares personnages de comics, à ma connaissance, à continuer de vieillir. Et donc à l'épisode 193, ce n'est plus Savage Dragon père, mais Savage Dragon fils, qui devient le héros principal de la série. Et donc, comme chez Delcourt, les tout premiers épisodes savaient un petit peu bider, eh bien, Black and White a tenté de relancer ça sur l'épisode 193, qui sont des épisodes un peu plus récents. Mais voilà, on peut les lire donc chez Black and White, actuellement, 2 tomes de sortie. On peut lire encore du Darkness. C'est chez Delcourt et donc c'est une intégrale en 5 tomes. Donc voilà, il y a moyen de lire du Darkness. Alors dans les séries aussi cool, je vous en avais parlé, Aphrodite 9, c'est aux éditions Réflexion qui ressort même maintenant Aphrodite 9
Rebirth, la suite du récit. Ça, c'est un récit en un tome, sinon ce Aphrodite 9, j'en ai déjà aussi parlé sur la chaîne. J'ai été étonné, voilà, quelque chose que j'avais déjà présenté aussi sur la chaîne, et Bitter Roots, hein, en 3 tomes chez iComics. Pour le coup, eh bien, c'est aussi un récit qu'on peut retrouver. C'est du iComics récent. J'ai été étonné, je ne savais pas non plus. Kick-Ass, ça, moi, je les ai en souple des trucs d'époque. Hein, c'est Panini Comics qui vient de ressortir un omnibus ici, il n'y a pas très longtemps. Kick-Ass, c'est du Image Comics. L'exceptionnel, alors, Kirkman n'a pas eu son succès, mais Invincible, si vous ne connaissez pas Invincible, c'est un mix entre Ultimate Spider-Man et Superman. Hein. C'est vraiment le mix parfait entre les deux, où notre personnage ici principal, en fait, est le fils du Superman de cet univers, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça ressort en intégrale. Ça n'a pas eu son succès au moment de sa sortie, et étrangement, depuis que la série est sortie sur Amazon Prime, si vous n'avez pas vu, elle rend vraiment bien les coups par rapport à la série. Mais voilà, c'est Kirkman, hein, il avait créé, il me semble ça, avant Walking Dead, et ça commence à avoir son succès. On en est à, je l'ai noté, Invincible. J'ai mis 11 intégrales, mais non. Il y aura 12 intégrales au total, et il me semble que la 9e vient bientôt sortie. On verra ça dans les sorties. J'ai noté dans ma partie sortie. Et on a aussi l'univers parallèle de ça, enfin un univers parallèle à un personnage, Brit, qui est un personnage d'Invincible, qui a eu droit à sa petite série qu'on peut retrouver en intégrale chez Delcourt. J'en avais parlé aussi chez iComics. On a Génération Gone, 3 jeunes qui vont choper des pouvoirs, et puis savoir ce que ça va donner. Celui qui veut profiter de ses pouvoirs, celui qui veut faire le bien avec le pouvoir, celui qui ne veut rien faire. On a vraiment toute cette analyse-là. C'est aussi sympa. Hein. C'est pas le truc du siècle, mais c'est vraiment sympa. C'est en un tome. Mais forcément, on a l'univers de Spawn qui est chez Delcourt. Hein. Et donc, Haunt, si vous aimez l'univers de Spawn, c'est une série en 5 tomes. C'est une équipe de rêve. Hein. McFarlane, Kirkman, Capullo, ça, on sait encore le retrouver actuellement. Chez Delcourt, c'est du Image Comics. Autre surprise chez moi, je l'avais, Jupiter Legacy. Jupiter Legacy, c'est aussi du Image Comics, hein, c'est dans les licences Image Comics, c'est Panini Comics. Alors là, il y a une série qui a bidé sur Netflix, hein, je pense qu'il n'aura qu'une saison, mais en tout cas, ça, c'est très rapide dans la lecture, dans le rythme, c'est vraiment super sympa. Il y a 2 tomes, et puis il y a un préquel, et il y a un 4e tome qui est sorti. Bien entendu, on vous a dit Kirkman, Walking Dead est aussi du Image Comics. Quelque chose que j'ai lu récemment, Ultra Mega. C'est du Image Comics aussi. Alors Ultra Mega, c'est quoi? Ça parle des kaiju. Vous savez, ces monstres gigantesques, et on a Ultra Mega qui combat les kaiju. C'est très particulier dans le dessin, mais aussi c'est un petit coup de cœur. Il y a un moment de mou, j'ai eu peur dans le récit, mais au final, hein, c'est ultra violent. Mais c'est classe. Je vous le recommande. Moi, je suis tombé sur une bourse aux livres dessus. Je l'ai acheté parce que le prix plein, j'aurais eu peur, mais ça mérite son prix plein. Donc, c'est des combats avec les je ne vais pas dire qu'il y a un Roland de Bioman, mais de cette ambiance japonaise, des kaiju et des héros gigantesques qui se battent au milieu des villes, qui explosent avec les hommes qui sont tout petits, hein, vous voyez. C'est vraiment gigantesque. C'est vraiment un petit récit super sympa. C'est du Image Comics. Coyote. Coyote, c'est iComics. Ça aussi, c'est du Image Comics. Coyote, c'est toute une histoire de combat entre loups-garous et hommes. Voilà, c'est particulier. C'est peut-être un peu moins coup de cœur, mais en tout cas, ça, c'est du Image Comics. Skyward, ça, j'en avais fait un short, j'ai lu ça pendant l'été. Skyward, c'est un monde où la gravité a disparu, et donc c'est très aérien comme série. C'est en 3 tomes chez iComics. C'est du Image Comics. Et
aux éditions Réflexion. Il y a aussi Ant, qui est un personnage secondaire de l'univers de Spawn, qui est... faut aimer l'univers de Spawn. C'est pas le truc le plus dingue que je vais vous recommander en priorité, mais si vous aimez l'univers de Spawn, ces personnages-là, voilà, on sent que ça a été... demandé en série trop courte malheureusement, mais c'est du Image Comics. Et du Image Comics, il y en a encore plein. Qu'est-ce que j'ai noté? Quelque chose qui est chez iComics, I Kill Giant. C'est aussi un film sur Netflix que je n'ai pas encore regardé, mais qui me tentait bien. Je vois là Saga. Je n'ai pas lu, le 10e tome vient de sortir, il paraît que c'est génial, je n'ai jamais lu Saga. C'est Urban Indies, hein, la branche indépendante d'Urban Comics, de Department of Truth. Ça aussi, sur Urban Indies, pour l'instant, il y a 2 tomes, c'est du Image Comics. Qu'est-ce qu'on a encore? Du crossover. Crossover, c'est du Image Comics. 2 tomes, si vous retrouvez ça sur Urban Comics. Il y a Happy. Happy, je ne connais pas le comics. Moi, j'ai vu la série Netflix, donc c'est Happy avec un point d'exclamation. C'est un flic, un ancien flic qui est devenu détective complètement déglingué, alcoolique, etc. C'est vraiment trash comme ambiance. Et il a comme partenaire une hallucination d'une licorne en dessin animé qui est en fait le personnage, l'ami imaginaire d'une petite fille qui est kidnappée. Ça, c'est le pitch de base, et donc le détective, ce détective Legangos va se retrouver accompagné donc de l'ami imaginaire de cette petite fille kidnappée à rechercher la petite fille en question. C'est trash, c'est peut-être un peu dérangé parce que c'est tellement trash que c'est peut-être des fois totalement absurde, mais ça peut gaver les gens. C'est en 2 saisons sur Netflix, je pense, de mémoire. Il y a aussi The Max qui est en 3 tomes chez Réflexion, qui est cool, qui est une couleur particulière, mais qui va ravir les nostalgiques. Et on a Phasm, dont l'intégrale est sortie chez Delcourt. Là, il y a une petite particularité, parce que Delcourt n'a pas reçu les droits de Witchblade et de Tomb Raider, et donc il y a des petits ajustements, mais il faudrait que je tombe sur l'intégrale pour vous l'expliquer. Donc voilà, ça c'est plein de choses qui sont d'Image Comics, qu'on connaît un peu moins, qu'on a peut-être lu, et c'est du Image Comics sans le savoir. C'est ça, Image Comics en 2022, ce qu'on peut encore retrouver facilement. N'hésitez pas en commentaire si vous avez d'autres séries. Je sais qu'il y a I Hate Fairy Tales, Fairy Tales, qui en fait partie, je ne connais pas du tout. Il y en a plein, hein, où je dis, waouh, ils ont un catalogue vachement riche et vachement étendu, avec des univers vachement différents, et ça, c'est cool. Dernière partie, je vous propose de voir un petit peu chez Image Comics quelques séries intéressantes, enfin, quelques sorties intéressantes qui vont arriver. On voit tout de suite ça après le petit générique. On clôture avec les futures sorties des licences d'Image Comics. Donc j'en ai noté quelques-unes. Maintenant, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On en a parlé déjà dans la vidéo précédente, mais par exemple Blue and Green, je vous rappelle, ça sort le 18 janvier 2023. Eh bien, c'est du Image Comics, hein, je m'en suis rendu compte en allant sur leur site. Sinon, dans ce que je ne possède pas, je vous rappelle qu'il y a Saga tome 10 qui est déjà sorti le 7 octobre 2022, hein, donc le fameux Saga. Donc, foncez. Il y a aussi dans les choses qui sont déjà sorties, je vous le rappelle, dans l'univers de Spawn, The Scorch, un tome 1 est sorti le 4 janvier, donc je vous le rappelle. Dans ce que je n'ai pas du tout, que je ne connais pas, de Department of Truth, tome 3, ça sort le 27 janvier. Hein. The Max, le fameux The Max, le tome 2 et 3 sort le 10 février, c'est aux éditions Réflexion. Sinon, à part ça, je vous l'ai dit, le Cyber Force, le tome 2
sort le 13 janvier. C'est aux éditions Réflexion. Moi, je les achète généralement sur leur site. Ça vous permet d'avoir des petites couvertures un peu plus collector. Hein. Celle-ci, c'était une couverture de Sylvestri. Donc voilà, le tome 2, ça sort le 13 janvier. Invincible, vous lisez, j'hésitais, mais oui, le 9e tome. Alors ça sort un peu plus tard. C'est le 22 mars, toujours chez Delcourt, le 9e tome. Hein. Donc, on en profite, on fonce. Du côté de l'univers de Spawn, Spawn Renaissance, tome 12, j'en avais parlé sur ma chaîne, le fameux tome 12 dont on fait référence dans déjà King Spawn, tome 1 et donc Gunslinger. Ça sort le 8 mars 2023 chez Delcourt. En attendant, on aura aussi King Spawn, le tome 2, qui va sortir le 12 avril. Ça, c'est le tome 1. Je vous ai parlé donc de Scorch sur ma petite liste le 4 janvier. Je vous ai parlé d'Aphrodite 9, mais le fameux Aphrodite 9 Rebirth, le tome 2, sort le 10 mars. Donc voilà, vous avez les sorties spéciales Image Comics qui vont là-bas jusqu'au mois de mars pour le coup. Et encore une fois, si vous avez autre chose comme sortie liée à Image Comics, mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à nous vanter les mérites de vos séries Image Comics préférées. Pour moi, c'est tout pour cette émission spéciale Image Comics. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça aide grandement le référencement, à vous abonner si vous aimez ce que vous voyez, et surtout, n'hésitez pas à partager, ça me permet de toucher une audience que je ne connais pas encore. En tout cas, un grand merci pour votre fidélité. À tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!